Bien, mesdames et messieurs, bienvenue. Je suis absolument ravi de vous retrouver pour ce cours qui va donc traiter du temps. Ce n'est pas un sujet facile. Avant de vous dire un peu ce qu'on va faire et puis pourquoi j'ai choisi ce thème cette année, j'aimerais vous dire deux choses. La première, c'est que si vous avez des questions, si vous voulez continuer à parler d'une chose ou d'une autre du cours, vous pouvez toujours me contacter à l'adresse email que vous avez en haut, ou bien aussi sur mon compte Twitter, sur le chat privé, pour ceux d'entre vous qui tweetent. Et puis la deuxième chose que j'aimerais mentionner, c'est que cette année, il y aura un colloque, comme tous les ans, qui cette année sera consacré vraiment à cette notion de temps pendant le développement. C'est un colloque qui aura lieu le 20 juin, de 9h à 18h. Alors c'est un colloque qui est en anglais, il y a beaucoup d'intervenants qui sont vraiment des gens très calés dans ce domaine, mais qui sont des anglophones. Voilà, donc ce cours est consacré au temps chez l'embryon. C'est une notion qui, pour les biologistes, est une notion compliquée. Les physiciens ont un rapport au temps qui est un peu plus simple, en tout cas vu de l'extérieur. Pour nous, biologistes, le temps est une notion vraiment extrêmement compliquée. Parce qu'on trouve dans l'embryon toutes les échelles de temps possibles, de la milliseconde à plusieurs années de grossesse. Ce sont des référentiels différents, des types de référentiels temporels différents les uns des autres, qui s'enchevêtrent, qui communiquent les uns avec les autres. Et c'est vrai que c'est une notion qui est une notion très, très délicate, qui a été relativement peu étudiée finalement pendant ces 50 dernières années. Donc, l'objectif de ce cours, c'est vraiment de traiter quelques-uns de ces référentiels temporels qui sont mis en œuvre pendant le développement embryonnaire. Et pour ça, j'ai choisi de vous parler un peu de la mouche et des mammifères. Vous verrez pourquoi, il y a une relation qui est assez directe. D'où viennent ces temps? Comment sont-ils codés? Comment l'embryon génère ses propres temporalités? Ce que j'aimerais, c'est donc faire le point sur quelques exemples d'horloges, de timers. On va voir quelle est la différence entre ce qu'on appelle une horloge et un timer en biologie. Et puis, essayer vraiment de comprendre comment ce temps, une fois généré, peut se traduire en cellules, en tissus, en espace, qui est vraiment une question extrêmement compliquée. Comment l'embryon va générer lui-même son temps pour organiser ses spatialités. J'ai choisi 3 exemples pour ce cours. Les critères, en fait, que j'ai utilisés pour choisir ces exemples sont, premièrement, des référentiels temporels qui soient vraiment importants pendant le développement embryonnaire. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qui m'intéresse. Par conséquent, je ne vais pas vous parler du cycle cellulaire, de la division, qui est effectivement une horloge absolument passionnante, mais qui n'est pas restreinte au développement. Pendant qu'on parle ici, vous la mettez en route tout le temps, constamment. Je ne vais pas vous parler de l'horloge circadienne, donc de à peu près 24 heures, cette horloge métabolique qui commence à vous donner cette sensation de faim, puisqu'on arrive à 17 heures, en fait. Tout ça sont des cycles qui sont passionnants, qui sont bien travaillés, qu'on commence à comprendre relativement bien. Mais ce n'est pas de ça que j'aimerais vous parler. J'aimerais vraiment vous parler d'horloges qui sont au travail pendant le développement. Premier critère. Deuxième critère, la qualité du travail. J'ai vraiment choisi 3 domaines où on a de la matière, où il y a vraiment de quoi parler. C'est des
champs de recherche qui ont souvent plus de 15, 20 ans. Donc il y a une accumulation de bonnes publications. Et après une quinzaine, une vingtaine d'années, en biologie, on peut voir les choses commencer à se sédimenter. On peut commencer à faire la différence entre ce qui est vrai, ce qui va rester, et puis ce qui est un peu le bruit de fond qu'on a, le mouvement brownien, un peu qu'on a toujours de toutes ces publications qui sont extraordinaires, mais qui vont disparaître assez rapidement. Troisième critère, c'est le critère du Collège de France, finalement, c'est d'enseigner la science in the making, qui est en train de se faire. Et donc les 3 exemples que j'ai choisis sont des exemples qui ont à la fois un côté historique, ce qui est toujours intéressant de replacer un peu la question dans un contexte historique, mais qui sont vraiment des domaines travaillés aujourd'hui. Et vous verrez que dans les 3 cas, on va parler de publications qui datent soit de 2022, soit même du début de cette année, soit même du mois passé, pour un exemple. Donc de la science qui est en train de se faire. Alors évidemment, il y a ici, j'ai mis ce petit signe là, parce que lorsque l'on parle de la science in the making, on parle toujours de science qui peut être sujette à réévaluation, à correction. Je vous disais tout à l'heure, quand on travaille sur un domaine depuis 15 ans, les choses se sédimentent. Quand on parle d'une publication qui a 2 mois, eh bien, on n'a pas eu le temps de voir ce qui vraiment va rester de cette publication, qu'elle soit publiée dans un magazine fameux ou dans un magazine de seconde zone. Je vais vraiment vous parler de super travaux, de collègues costauds, mais ce n'est pas exclu que certaines choses que je vais vous dire, peut-être dans 4-5 ans, seront réévaluées, parce que c'est comme ça que la science fonctionne. Voilà, donc le cours il va s'articuler de cette façon. Aujourd'hui, on va parler un peu de généralité, et puis on va rentrer dans le premier système, qui est en fait toute une série d'études formidables, qui consistent à essayer de comprendre comment les systèmes nerveux se construisent en produisant dans le temps des types de neurones. Donc c'est une séquence temporelle qui vont donner tous les neurones dont on a besoin. C'est que les neurones, il n'y a pas un seul type de neurone, il y a des centaines de types de neurones différents. Et on va voir comment la drosophile, et puis on verra tout à l'heure qu'on peut en transposer une grande partie aux mammifères, comment la drosophile, au travers d'un mécanisme temporel, réussit à générer ces types cellulaires différents. On en parlera peut-être pendant un cours et demi ou 2 cours, et puis on partira alors sur quelque chose de différent. On va quitter ce que j'appellerais un temps cellulaire, donc le temps de différenciation cellulaire, le temps que ça prend pour produire des cellules différentes, pour passer à un type d'horloge qui est différente, qui c'est plutôt le temps d'une production morphogénétique, qui est l'horloge de segmentation, qui est donc l'horloge qui règle pendant notre développement la production de nos étages corporels, de nos somites, donc, qui plus tard vont se transformer en métamères, donc en vertèbres, donc ces tranches sur lesquelles nous sommes construits. Ces tranches, ces somites, cette horloge de segmentation, on verra que c'est un mécanisme qui est purement itératif, donc qui ne contient pas en lui-même la définition de ces tranches. C'est un peu comme si on produisait des étages qui ne soient pas customisés, qui ne soient pas personnalisés. Donc là-dessus, il va falloir venir avec une autre horloge, un autre système qui va identifier ces tranches dans le temps. Et là, on a affaire non pas à un système itératif, mais à un système progressif. Donc un timer, ce n'est pas une horloge, c'est un timer. Et c'est ce fameux timer des gènes architectes, Hox, qui nous occupera pendant une séance ou une séance et demie. Voilà. Donc aujourd'hui, le système nerveux de la mouche, une horloge cellulaire, comme vous allez le voir, qui a commencé à être comprise il y a une vingtaine d'années, mais je dois vous dire que les travaux qui ont conduit à la définition de cette horloge remontent à peu près, eux, à
30-35 ans. Je ne vais pas parler de ces travaux relativement anciens. Il se trouve que chez la mouche drosophile, dans l'embryon, je vais vous montrer ça dans 1 minute, on arrive à voir, avec les yeux, en microscopie, comment les neurones se développent, à partir de quel épithélium on arrive à suivre, ce qui serait rigoureusement impossible dans un système aussi complexe que chez les mammifères. Chez la mouche, on peut le faire. Et dès lors, il y a une vingtaine d'années, quand ces travaux ont commencé, on connaissait déjà relativement bien l'origine, où se passait cette production de neurones, quelles étaient les cellules d'où ces neurones sortaient, comment ils se transformaient, etc. On pouvait savoir, ça c'est le neurone qui vient de cette mère neurone, de ce père neurone, etc., etc. Donc on avait une vague idée du linéage. Et ça c'est vraiment une remarque importante à garder à l'esprit. Pendant ce cours, je vais utiliser des termes, je vais peut-être vous les montrer sur 2 diapositives. Je pense que c'est important de clarifier la terminologie qu'on va utiliser pour être sûr qu'on soit tous à la même page. Le temps dû, le temps de quelque chose, en sciences de la vie, en développement, on peut définir ça comme un paramètre mathématique abstrait qui est perçu à travers la reconnaissance de changements d'état au cours du développement. C'est extrêmement simple et extrêmement compliqué, en fait. C'est une définition qui est inspirée de ce que Henri Bergson a écrit sur le temps, des pages absolument magnifiques, disant que finalement le temps est invisible, il est totalement imperceptible, puisqu'au moment où on passe à un temps T2, le temps T1 a disparu. Donc le temps est une vue de l'esprit, c'est une reconstruction intellectuelle, et c'est une accumulation de points différents qu'on ne peut percevoir que lorsque l'on regarde ce qui a été fait pendant ce temps. En fait. Et les embryologistes le voient bien. En fait, on a une perception du temps embryonnaire que lorsque l'on regarde l'embryon se développer et qu'on voit ces changements. Et là, on se dit que ces changements se passent dans le temps. Une échelle de temps, c'est une dimension mesurable, par exemple de la fertilisation au stade adulte, qui enregistre le passage d'événements et de leurs intervalles. C'est des définitions que j'ai tirées, un peu modifiées de cet article, si vous êtes intéressé, c'est un article intéressant de façon très générale. Une horloge, c'est un mécanisme de haute précision, basé sur des horloges atomiques, donc un temps chronologique, un chronos, qui est utilisé pour mesurer un temps de développement absolu, relativement à d'autres événements biologiques ou physiques. On verra plus tard dans le cours que l'horloge qui fabrique nos segments, c'est une horloge qui est identique chez les humains et chez la souris, mais chez les humains, le temps total par étage est de 5 heures, chez la souris, le temps total par étage est de 2 heures. On peut faire une sorte de ratio sur le temps de développement total, ce n'est pas exactement correct, puisque les mères souris portent pendant 20 jours, alors que les humains portent pendant 9 mois, donc vous voyez que le ratio n'est pas totalement correct. Mais ça se rapporte à un autre type de ratio qu'on discutera quand on parlera de cette horloge. C'est un temps relatif. Un timer, c'est un mécanisme qui mesure des intervalles de temps entre 2 ou plus événements séquentiels. Un timer, c'est typiquement ce qu'on utilise pour mesurer le temps d'un coureur de 100 mètres. C'est quelque chose qui est linéaire, ce n'est pas quelque chose qui est récursif. On va définir une oscillation, je vais beaucoup parler d'oscillation, comme un changement périodique entre 2 ou plusieurs états moléculaires, cellulaires, tissulaires, généralement produits par des boucles rétroactives négatives. Les oscillations sont définies par leur amplitude, donc la hauteur de cette oscillation et leur phase, parce qu'une oscillation peut contenir plusieurs phases, une phase précoce, une phase tardive, etc. Cette notion d'oscillation, en fait, c'est boucle rétroactive, négative, tout ça, ça a été formalisé par Alan Turing dans les années 50, les années 1950. C'est très typique des systèmes vivants, des systèmes biologiques, où on a par exemple une protéine qui va activer la transcription d'un gène, on va en parler dans 1 minute. Ce gène va coder pour une autre protéine qui, elle, va agir négativement sur la première protéine. Donc plus vous avez de premières protéines,
plus vous allez monter la quantité de deuxième protéine, mais plus vous montez la quantité de deuxième protéine, plus vous allez inhiber la quantité de la première protéine, et vous créez un cycle avec des oscillations. Système tout à fait classique en sciences du vivant. La fréquence, qui est donc le nombre de répétitions d'un événement récursif par unité de temps, le tempo, qui est la vitesse relative des événements se déroulant dans une échelle de temps définie. La période, très important, qui est la durée d'un cycle à l'intérieur d'un processus récursif. L'horloge de segmentation va durer une semaine, avec une période de 5 heures. La phase caractéristique d'un cycle relativement au début de sa période, et l'amplitude, c'est la valeur maximale d'une variable pendant une période définie. C'est assez intéressant de voir ces termes parce qu'en fait, on les utilise très souvent mal, mais on se comprend très bien. Et on comprend comme ça l'ambiguïté de parler du temps, en fait, parce qu'on a plusieurs couches de compréhension. Et très souvent, en tout cas en ce qui me concerne, j'utilise ces mots de façon totalement erronée, mais tout le monde se comprend finalement. Je vous montre ici un schéma pour résumer ces différentes définitions. Vous avez ici une oscillation avec une phase précoce. L'amplitude de l'oscillation, vous avez là. Le timer va être quelque chose de linéaire, donc un temps qui va être linéaire, qui ne va pas être récursif. Ici, vous allez avoir la période de l'oscillation, la fréquence, 3 par x. Ici, vous avez des référentiels, adulte, mort, fertilisation, temps physique, atomique. C'est une figure que je trouve relativement utile, finalement, pour avoir une sorte de résumé de ces définitions. Voilà. Donc, nous revenons maintenant dans le vif du sujet. Et pour ceux d'entre vous qui aimeraient avoir une vue un peu plus large des questions que je vais maintenant aborder, je vous ai mis ici, vous retrouverez sur le site du Collège de France, puisque toutes ces figures sont déposées sur le site à partir de demain ou après-demain. J'ai mis ici 3 revues qui couvrent vraiment l'essentiel de ce que je vais vous raconter. Une revue du laboratoire de Hanashima, une de Denis Jabodon et une du laboratoire de Claude Desplan. Donc ces 3 revues traitent en fait de la relation entre le temps de détermination des types neuronaux chez la drosophile. Et c'est donc le sujet que j'aimerais traiter dans ce premier cours. Donc, comme je le disais, une vingtaine d'années de travail qui a été rendue possible grâce à la possibilité, chez la mouche, de suivre la production de neurones à partir des cellules souches des neurones qu'on va appeler des neuroblastes. Ça a pu être fait grâce à la définition de marqueurs. Les marqueurs, c'est par exemple une protéine particulière, un gène particulier, un ARN qui peut être associé à un type de cellule et qu'on va donc pouvoir suivre cette cellule, ce qu'on appelle un marqueur en sciences de la vie, et ainsi de pouvoir établir une correspondance entre l'activation d'un gène particulier, la présence d'une protéine particulière, et un type particulier de neurones. La publication qui est à l'origine de tous ces travaux, publication qui est vraiment magnifique, mais qui, comme on le verra, dont tous les aspects n'ont pas été vraiment vérifiés, mais dont l'aspect principal est maintenant totalement acquis, c'est une publication du laboratoire de Chris Doe aux États-Unis. Alors je vais revenir sur tout ce que je vous montre ici, c'est simplement pour lancer le sujet. C'est une publication publiée dans le journal Cell en 2001. Et dans cette publication, il est dit ce qui règle en fait la spécification des neurones est encore très, très mal connu. Dans cette étude, nous montrons que les précurseurs neuronaux, les neuroblastes, expriment de façon séquentielle toute une série de facteurs de transcription
Et nous proposons que ces facteurs de transcription contrôlent l'identité temporelle des neuroblastes à leur naissance jusqu'à leur différenciation. Voilà. Donc ce que cette publication dit, c'est qu'en même temps que ces neurones vont se différencier, vont acquérir des fonctions particulières, on va avoir une série de facteurs de transcription, je vais revenir là-dessus, une série de protéines qui vont accompagner cette différenciation, en suggérant que c'est une relation de causalité finalement. C'est grâce à l'activation séquentielle de ces gènes que l'on va enclencher cette vague de différenciation des neuroblastes. A priori, quand on regarde ça, c'est très compliqué. Et ce que j'aimerais faire, c'est disséquer un peu cette publication, ce titre, en commençant par le titre, et puis ensuite passer quelques minutes à revenir sur les bases nécessaires pour comprendre cette publication, c'est-à-dire faire un tout petit peu de drosophile, d'embryologie de drosophile, puis vous parler de l'origine des neurones. Et puis ensuite, on va revenir sur cette publication. Alors, commençons par le titre. Les neuroblastes de drosophile expriment de façon séquentielle des facteurs de transcription qui spécifient l'identité temporelle de leur progéniture neurale, donc des neurones qui dérivent de ces neuroblastes. Voilà, j'ai mis ici en rouge neuroblastes de drosophile. Donc les neuroblastes, ce sont les cellules souches, précurseurs, progénitrices des neurones du système nerveux de la mouche drosophile. Je vais vous montrer dans la diapositive suivante d'où elles sortent, d'où sortent ces neuroblastes. Un facteur de transcription, c'est une protéine nucléaire qui contrôle la transcription. On va revenir sur chacun de ces points, c'est-à-dire la production d'un ARN. L'identité temporelle fait référence à l'acquisition progressive dans le temps d'identités différentes pour des neurones produits par les neuroblastes. Ce n'est pas du tout une situation qui est restreinte aux neuroblastes. Donc, par exemple, dans notre sang, dans la façon dont on produit nos cellules sanguines, on a exactement les mêmes chaînes de différenciation. On commence avec des cellules souches, et puis on produit d'autres cellules, et puis d'autres cellules, puis d'autres cellules, pour finalement arriver avec une sorte de panorama de cellules différentes. C'est un principe très général, mais qui, comme vous allez le voir, est vraiment parfaitement disséqué dans cette étude. Progéniture neurale, on entend par ce terme un peu bizarre, les séries de neurones qui dérivent de neuroblastes par division cellulaire. C'est un peu comme un arbre généalogique, si vous voulez, mais avec des cellules. Donc on part d'une cellule souche, comme d'un ancêtre, un aïeul, et puis au lieu d'avoir la famille, on a les types cellulaires qui se divisent et puis qui acquièrent des spécificités différentes. Alors un tout petit mot sur les neuroblastes de drosophile. Drosophila melanogaster, je pense que vous avez dû en entendre parler, c'est la mouche du vinaigre, c'est le fruit fly en anglais, c'est ces petites mouches que vous avez sur vos fruits chez vous, si vous les laissez un peu en dehors du frigo, ce que je vous recommande d'ailleurs. C'est un animal qui a été absolument clé dans toute notre connaissance actuelle des mécanismes du développement, et je ne veux pas revenir là-dessus pour ce cours, mais c'est vraiment grâce à cet animal qu'on a pu isoler, comprendre les gènes et les mécanismes qui sont à l'œuvre chez nous, puisque tous ces mécanismes sont pour la plupart conservés. Pourquoi ? Pourquoi cet animal a été si populaire, utilisé par autant de monde, et pourquoi a-t-il donné autant de résultats? Bien, en fait, vous voyez tout ça sur ce cycle de vie d'une mouche. Cette mouche, elle va faire un embryon. Ensuite, cet embryon va faire 3 larves différentes. Ces larves vont rentrer en pupaison, comme les papillons, une première pupaison, une seconde pupaison, et puis une métamorphose pour faire une mouche. L'important, c'est ce que vous voyez en haut, c'est que tout se passe en 2 semaines, à 22 degrés, et que cette mouche va pondre à peu près 400 œufs.
Et là, vous avez compris pourquoi cet animal a été utilisé de façon massive en recherche, parce qu'on peut produire énormément de progéniture, ce qui est absolument essentiel quand on fait de la génétique, puisqu'on travaille avec des pourcents. Donc, imaginez, si vous travaillez avec un animal qui a 1 ou 2 petits, ce n'est pas possible. C'est très rapide. Il suffit d'à peu près 3 semaines pour avoir des petits et des animaux qui sont sexuellement matures. Et c'est pour cette raison que et en plus, ça se garde de façon extrêmement simple. Alors, il y a quand même 2-3 problèmes qu'on entend rarement. Par exemple, c'est des animaux qu'on ne peut pas congeler. Contrairement aux nématodes, contrairement aux souris, on peut congeler des œufs, des embryons de souris, du sperme de souris. La mouche, non. Ce qui fait que les laboratoires qui travaillent avec Drosophila melanogaster, bien tous les matins, il faut passer des heures à entretenir les stocks, etc. Mais voilà. Cette mouche drosophile va produire un système nerveux très tôt dans l'embryon, une sorte de petite larve ici, c'est cet embryon-là, avec un épithélium, c'est-à-dire une couche de cellules qui sont des cellules épithéliales, donc des cellules qui sont collées, qui ont une forme asymétrique, avec une symétrie basale, apicobasale, c'est très important. Les cellules sont asymétriques, c'est ce qu'on appelle un épithélium, elles sont collées avec une géométrie relativement correcte. Et puis, à partir de cet épithélium, qui est appelé VNC pour Ventral Nerve Cord, c'est-à-dire la corde ventrale, neurale ventrale, c'est de là que vont sortir les neuroblastes. Alors, je vais revenir sur ce schéma un peu plus tard. Il va y avoir 2 grandes vagues de neurogenèse, donc de production de neurones pendant le développement de la mouche. Une première vague qui va se faire dans cet embryon, vous voyez là, et puis une deuxième vague qui va se faire un peu plus tard, ici, quand les larves auront acquis 2 gros globules, des lobes, qui sont un peu l'équivalent de notre cerveau. Donc il va y avoir une première vague de neurogenèse très précoce dans cet épithélium, alors qu'il n'y a pas encore vraiment de cerveau. Et puis chez la larve, on va avoir 2 globules, 2 lobes, et là, on va réactiver la neurogenèse pour produire des neurones différents. Alors ça, vous le voyez là. C'est un schéma qui résume relativement bien. Ici, vous avez le petit embryon. Donc, à ce stade-là, on est ici, dans l'embryon. Et dans cet embryon en vert, vous avez ces cellules-là, qui sont des cellules asymétriques. On le voit très bien ici. Ce ne sont pas des cellules rondes. Ce sont des cellules épithéliales qui font ce qu'on appelle le neuroépithélium. Le neuroépithélium, exactement pareil dans notre cerveau en formation. Tout démarre d'un neuroépithélium, une couche de cellules, et ces cellules vont produire des cellules souches qui vont, elles, coloniser le cerveau avec des différents types de neurones. Donc 2 vagues de neurogenèse, une dans l'embryon, à partir de ce neuroépithélium, et puis dans la petite larve ici, vous voyez le début de cerveau, là, avec la fin ici de cette corde ventrale, qu'on a ici en vert, là. Puis ces 2 globules, ici, ces 2 gros globules, où là, la neurogenèse va redémarrer pour reproduire plusieurs types nouveaux de neurones. La production de ces neurones est très stéréotypée. Et c'est là où se trouve vraiment le secret. Et ça, je pense qu'il faut vraiment bien comprendre. Ces neuroblastes vont sortir de cette couche verte. Donc, il faut vous imaginer cette couche de neuroépithélium. Et puis, cette couche va produire une cellule souche, on va appeler un neuroblaste. Donc, ces cellules vertes
que vous voyez là, vont se différencier, vont donner un neuroblaste en se divisant, vous avez là, et ce neuroblaste va se diviser de façon asymétrique. Et c'est là vraiment que se trouve la clé de toute l'histoire, la clé de toute cette histoire de neurogenèse, c'est cette division qui, au départ, est asymétrique. Une division asymétrique, c'est une division dans laquelle une cellule mère, au lieu de donner deux cellules filles identiques, va donner deux cellules filles qui seront vraiment différentes l'une de l'autre. Alors on peut se demander comment c'est possible. Eh bien, c'est possible si vous localisez des composants, des protéines, des ARN, de façon asymétrique dans la cellule de départ. Or, si vous avez une cellule qui, au départ, est asymétrique, comme celle-ci, on peut imaginer que vous pouvez avoir ici des composants qui sont différents de ceux que vous trouvez ici. Donc, quand vous faites une division, vous allez générer deux cellules qui auront des composants différents, donc une division asymétrique. Cette division asymétrique va toutefois redonner un neuroblaste. Et c'est ce qu'on voit là. Donc vous avez maintenant ce neuroblaste qui va donner, en se divisant, un neuroblaste et une cellule qui n'est pas un neuroblaste. D'accord ? Ce neuroblaste-là, en se divisant, va donner un neuroblaste et une cellule qui ne sera pas un neuroblaste. Donc, il faut que vous imaginiez le processus comme ayant une cellule souche qui se divise en deux, qui donne une cellule qui va se différencier, mais elle reste souche, l'autre fille. Et on continue, et on continue, et on continue. Donc, on garde une population de cellules souches qui est toujours là, toujours la même, mais d'un autre côté, on produit des cellules qui, elles, vont se diviser pour donner des neurones. C'est une sorte de chaîne de production où vous avez ces neuroblastes qui sont là. Alors, dans ce système particulier, il y en a une trentaine, une quarantaine, je ne sais plus exactement, et qui, à chaque division, vont produire ces cellules qu'on appelle des GMC, je vais revenir là-dessus dans une minute, mais tout en assurant que le truc va continuer. Hein. On produit des cellules qui vont faire des neurones, oui, mais attention, on garde quand même une des deux cellules pour assurer la suite. D'accord ? Ces cellules GMC sont des cellules progénitrices ganglionnaires qui, elles, se divisent une fois pour donner des neurones ou de la glie. Donc, on a en fait ces trois types de cellules. Et c'est ça qu'il suffit de comprendre, en fait, pour comprendre comment le système fonctionne plus tard. Donc, des cellules neuroblastes qui vont faire une division asymétrique, qui vont donner un neuroblaste, une cellule GMC, progénitrice de tout le reste, et cette cellule GMC va se diviser pour faire soit des neurones, soit de la glie. Alors comment peut-on faire cette division asymétrique ? Je ne vais pas vous ennuyer avec ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la biologie cellulaire, c'est des années et des années de travail, de travaux de très nombreux groupes. On comprend aujourd'hui très bien comment ça se passe. Je vais juste vous montrer une image pour vous donner une sorte de goût de comment ce genre de division asymétrique se passe. On a ici un neuroblaste et on voit que suite à la production de ce neuroblaste à partir d'une cellule du neuroépithélium, donc d'une cellule épithéliale qui n'était pas symétrique, qui est une cellule allongée, on a une localisation d'un complexe protéique en bleu ici, qu'on appelle base, le PAR6 alpha-PKC, peu importe, hein, c'est vraiment... Mais on voit ici la création d'une asymétrie dans la cellule. Ce sont des protéines qui sont maintenues dans la partie haute de la cellule. Ce complexe recrute, alors le mot recruter en biologie, ça veut dire va coller, va attirer un autre complexe, une autre protéine qui s'appelle inscutable, et qui à son tour va recruter un autre complexe, vous voyez ici en orange, pins, mud, peu importe.
Ce complexe va orienter la division cellulaire, le fuseau, parce qu'évidemment, si vous faites ça et que vous coupez de cette façon, vous n'aurez pas d'asymétrie si vous coupez de cette façon-là. Donc il faut, quand vous localisez quelque chose à un pôle de la cellule, il faut que le fuseau qui va diviser la cellule soit perpendiculaire, autrement ça ne sert à rien. Donc ce complexe va aligner le fuseau de cette façon, ce qui fait que la division va se faire comme ça, latéralement, et vous allez finir avec une cellule qui sera identique au neuroblaste, et puis cette cellule-là, qui est cette cellule progénitrice ganglionnaire GMC. D'accord ? La chose la plus importante sur cette image, c'est en fait ce complexe-là et ce gène particulier, cette protéine qui s'appelle NOMB, et qui est une protéine qui, en fait, promeut la différenciation cellulaire. Si vous êtes une cellule et que vous avez cette protéine NOMB, ben vous allez avoir une tendance à essayer de vous différencier, de faire quelque chose. Vous n'allez pas rester stem, vous n'allez pas rester souche. D'accord ? Donc cette cellule-là, celle-là qui hérite de ce complexe NOMB, va rentrer en différenciation et va produire des neurones. D'accord ? Alors, la clé du système, c'est que pendant que toutes ces divisions se passent, il y a une série de facteurs de transcription qui sont activés dans le temps et qui vont spécifier ces différents types de neurones. Alors, avant de vous montrer lesquels, je vais vous faire un tout petit rappel sur ce concept de facteur de transcription, pour ceux d'entre vous qui en auraient besoin. Des facteurs de transcription, c'est une protéine. Un facteur, c'est une protéine qui fait de la transcription. La transcription, je vous le rappelle, c'est la fabrication d'un ARN à partir de l'ADN. On dit qu'on transcrit un gène pour en faire un ARN. Donc ce que vous avez ici, c'est un morceau de chromatine, d'ADN, et puis ici, vous avez un gène qui est une série de codages, un certain nombre de résidus, et puis c'est ce gène qui va être lu pour en faire un ARN. Pour le lire, il faut une indication du début. C'est ce qu'on appelle un promoteur. Un promoteur, c'est une petite séquence d'ADN qui est très facilement reconnaissable et qui dit « c'est là qu'on commence ». C'est là qu'on commence la fabrication d'un ARN. D'accord ? Donc vous avez un promoteur ici, un gène ici, et puis la machine qui va venir, la machine moléculaire qui va venir pour fabriquer cet ARN à partir de l'ADN, c'est un assemblage de protéines, d'enzymes, protéines extrêmement intéressantes, un complexe qu'on appelle la polymérase, la RNA polymérase. Elle fait des polymères, en fait. C'est une RNA, donc elle fabrique un RNA en polymérisant un RNA. Donc c'est une RNA polymérase. Donc ce complexe de protéines, cette RNA pol, va reconnaître le promoteur, va atterrir sur l'ADN et commencer à marcher, une machine en produisant une molécule d'ARN. D'accord ? Comment c'est possible ? Comment va-t-elle reconnaître le bon endroit ? Eh bien, vous voyez ici qu'il y a une boucle et que cette boucle met en contact le gène qui est là, le promoteur, avec des séquences qui sont ici, qu'on va appeler des séquences enhancer, qui recrutent des facteurs de transcription. Donc vous allez avoir un gène qui va être exprimé, qui va produire un ARN. La question, bien entendu, c'est où, quand, comment. Parce qu'un gène qui fait, par exemple, le gène de la bilirubine, vous n'allez pas l'activer dans le cerveau. Vous n'allez pas le mettre dans l'estomac. Donc, chaque gène d'importance, par là, je veux dire, chaque gène qui n'est pas un gène qui fonctionne dans toutes les cellules du corps. On a beaucoup de gènes qui fonctionnent dans toutes nos cellules pour assurer le maintien de la cellule. Mais les gènes qui font vraiment le travail, donc les gènes qui vont détoxifier votre foie, les gènes, etc.,
tous ces gènes-là doivent être exprimés de façon spécifique, dans une cellule particulière. Comment le savent-ils? Mais ils le savent grâce à ces séquences-là, qui vont recruter des facteurs particuliers qui sont des facteurs de transcription. Donc, dans le foie, par exemple, on va avoir un facteur de transcription spécifique au foie qui va reconnaître cette séquence. Il va y avoir formation d'un loop. Alors, il y a d'autres façons. Je vous montre ici un exemple simple. Et puis, ces facteurs vont recruter des protéines, etc., et recruter l'ARN polymérase. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Donc, il faut vous imaginer un gène sur l'ADN, un promoteur qui est prêt à démarrer, mais qui ne se passe rien tant qu'il n'y a pas de facteur, tant que la machine n'est pas là. Comment est-ce qu'on amène la machine? On amène la machine par des facteurs qui vont reconnaître la bonne séquence, qui vont dire hey, la machine, il faut venir maintenant, la machine arrive, la polymérase arrive sur l'endroit, démarre et fabrique l'ARN. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, des facteurs de transcription, ce sont évidemment des protéines nucléaires. Elles sont dans le noyau. Ce ne sont pas des protéines qui font le boulot, quoi. C'est pas des protéines, c'est pas de la myosine, c'est pas des protéines de muscles, etc. C'est un peu des protéines académiques, si vous voulez. Elles sont dans le noyau, elles contrôlent les choses, c'est pas elles qui font le job. D'accord? Alors vous allez me dire, comment c'est possible? Puisque les protéines, ben vous le savez, elles sont faites dans le cytoplasme. Souvenez-vous qu'un ARN qui est fabriqué dans le noyau, il est exporté dans le cytoplasme pour faire ses protéines. Ces facteurs, ce sont des facteurs nucléaires, donc les protéines qui sont faites doivent être ramenées dans le noyau grâce à des petites étiquettes protéiques qu'elles vont porter avec elles dans leur séquence, qui sont des signaux qui vont les faire re-rentrer dans le noyau, où elles vont pouvoir faire ce travail. Voilà. Alors maintenant qu'on a défini un petit peu où ça se passe chez la mouche et ce que sont des facteurs de transcription, on peut revenir sur cette publication pour regarder un tout petit peu plus en détail. Donc la question que se sont posées les gens du laboratoire de Chris Doe était quels sont les facteurs, les gènes, qui déterminent les identités des GMC, alors pas les identités des neuroblastes, puisque les neuroblastes apparemment sont toujours les mêmes, pensait-il. Les neuroblastes sont toujours les mêmes. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est de savoir ce qui se passe dans cette cellule-là. Est-ce qu'il y a un facteur particulier qui va lui dire là, il faut faire un neurone de ce type, ou là, il faut faire de la glie, ou là, etc. D'accord? Donc, ce que les auteurs ont fait, c'est d'analyser toute une série de gènes codant pour des facteurs de transcription. C'est un travail qui, aujourd'hui, ne serait plus du tout fait comme ça. Et je vous montrerai plus tard comment on ferait ce travail aujourd'hui. C'est un travail qui est très intense parce que il faut prendre chaque gène et puis essayer de voir si ce gène fabrique des ARN dans ces cellules particulières. Donc, regarder, faire des anticorps, regarder les protéines, etc. Juste pour information, il y a à peu près 3, 4, 5 000 facteurs de transcription chez les eucaryotes de ce type. Mais à force d'essais et de tentatives, les auteurs arrivent à identifier toute une série de facteurs de transcription qui semblent être exprimés à des temps différents dans ces cellules GMC et dans les neuroblastes. Alors ces facteurs, ils ont des noms un peu barbares. Si vous voulez, ce sont des noms qui correspondent, c'est de la génétique de la mouche. À l'époque, donc là je vous parle des années, qui a commencé dans les années 1970 à peu près, les gens qui isolaient un nouveau gène avaient un peu de latitude à les nommer de façon, comment dire, un peu poétique. Donc par exemple, hunchback en allemand, ça veut dire un espèce de quelqu'un qui est un peu voûté, un peu bossu comme ça. Et donc ça veut dire que la mouche
qui était mutante pour ce gène, une mouche dans laquelle ce gène était inactivé, avait un aspect bossu. Et donc, les auteurs l'ont appelé hunchback. Pareil pour Krüppel, etc. Tailless, bon. Aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, il faut qu'on passe par des comités qui vont regarder, c'est des chiffres, des acronymes, etc., ce qui est moins poétique, mais tout de même plus utile, parce que, évidemment, ces noms ne contiennent pas d'informations sur ni la fonction ni la structure de la protéine, puisque ce sont des noms un peu poétiques. Alors, ils regardent d'un peu plus près ces différents gènes et ils s'aperçoivent, première observation, une chose extrêmement intéressante, c'est que les neurones naissent par clone et les neurones qui sont produits les premiers, les plus précoces, early born, les plus précoces, sont toujours localisés dans une couche du système nerveux plus profonde que les neurones fils qui apparaissent plus tard. Les neurones précoces, ici en rouge, expriment tous le gène hunchback, alors que les neurones plus tardifs expriment tous le gène castor, peu importe pourquoi il s'appelle castor, mais vous voyez qu'il y a une séparation très très nette. Les premiers neurones qui sortent de cette chaîne de division asymétrique neuroblast, GMC, neurones, sont tous positifs pour hunchback. Et puis vous regardez plus tard, et vous voyez que les neurones sont tous positifs pour castor. Une toute petite parenthèse, pour ceux que ça peut intéresser, à la fois hunchback et castor sont ce qu'on appelle des facteurs de transcription à doigt de zinc. C'est extrêmement simple. Ce sont des protéines qui, vous voyez une protéine ici qui ont une suite d'acides aminés et qui ont un atome de zinc qui fait un pont entre cystéine, histidine, histidine, cystéine. Et ça fait une sorte de doigt. Donc la protéine, c'est un truc qui est complètement enroulé, une suite d'acides aminés. Et puis vous avez ces doigts qui sortent, qui sont en fait construits par ce bloc ici avec cet atome de zinc. On appelle ça des protéines à doigt de zinc. Et ces protéines reconnaissent l'ADN d'une façon absolument remarquable. C'est que chaque doigt de zinc a une spécificité différente et reconnaît 3 bases d'ADN. D'accord ? Donc, dans le cas de cette protéine-là, où il y a 2 doigts de zinc, on va avoir cette protéine enroulée, complètement repliée sur elle-même, et puis vont sortir ces deux doigts de protéines, comme ça, qui, chacun d'entre eux, vont reconnaître 3 paires de bases qui vont être avec un certain espace. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, 3 paires de bases. Oui, mais si vous avez 3 paires de bases, 3 paires de bases, 3 paires de bases, 3 paires de bases avec 4 doigts de zinc et un intervalle qui est fixé, vous pouvez faire le calcul de probabilité. Il y a quelques endroits du génome qui ont cette séquence, pas beaucoup. Donc c'est un système de reconnaissance qui est très spécifique, ce qu'on appelle des protéines à doigts de zinc. Alors, à partir de là, 2 autres facteurs vont être isolés, qui s'appellent Krüppel et PDM. Alors, là encore, peu importe vraiment ce que c'est. Krüppel, c'est aussi une protéine à doigt de zinc. PDM, c'est un domaine PAU, c'est une homéobox. Je vais revenir là-dessus dans 1 minute. Mais ces auteurs, soudainement, s'aperçoivent qu'en fait, tous ces facteurs de transcription occupent des couches différentes dans ces neurones qui sont générés. Et en regardant précisément quel neurone produit quelle protéine, ils comprennent finalement comment se passe cette chaîne de différenciation. Et en fait, tout est résumé dans ce petit schéma-là, qui est donc publié en 2001, et vous le verrez plus tard, ou la semaine prochaine,
Aujourd'hui, après des études massives en séquençage de cellules uniques, qu'on discutera, qui est vraiment un travail magnifique, en fait, la conclusion reste la même. On revient toujours sur ce petit schéma qui explique vraiment le fondamental, de façon fondamentale, comment ça se passe. Et ça se passe de la façon suivante. Vous avez un neuroblaste, donc souvenez-vous, ce neuroblaste, parce que je ne veux pas que ce soit confus, voilà, ce neuroblaste, c'est ça. Donc ce neuroblaste va donner un neuroblaste et une cellule GMC qui va donner des neurones. D'accord ? Donc maintenant, on revient sur ce petit schéma. Vous avez un neuroblaste, et ce neuroblaste, au temps T, exprime le gène Hunchback. Ça, c'est le point de départ. Ce neuroblaste se divise, donne un neuroblaste qui, lui, va exprimer le gène Krupel. Mais l'autre cellule qui est générée par ce neuroblaste Hunchback conserve l'identité Hunchback. Donc, vous avez une cellule A qui se divise en une cellule B et une petite cellule GMC A. D'accord ? Cette cellule B va maintenant se diviser, mais elle va exprimer PDM. Par contre, l'autre petite cellule qu'elle va générer va garder l'expression de Krupel. Vous voyez le système ? C'est un système, en fait, un peu de ratchet, un peu comme une roue dentée, comme ça. Vous avez une cellule qui a l'identité, si vous voulez, A. Cette cellule se divise en une grosse cellule qui ressemble beaucoup, mais qui n'est plus la même parce que maintenant elle exprime B. D'accord ? Elle est B. C'est un neuroblaste, mais c'est un neuroblaste B. Par contre, l'autre cellule, la petite qui est produite, va garder A. OK ? Va garder A. Cette cellule B se divise, elle va donner C, un neuroblaste, mais C. Par contre, l'autre cellule va garder B. C va se diviser en D. D va faire deux cellules, une cellule E et une petite cellule D. D'accord ? Donc ici, vous voyez, vous avez la récapitulation de cette série de gènes. Donc quand vous regardez dans les couches qui sont produites, les couches de neurones, vous avez dans la couche la plus ancienne les cellules qui ont été produites en premier, donc les cellules qui sont early born, qui sont nées en premier, qui étaient Hunchback positives, celles-ci. En fait, vous les retrouvez à la fin toutes dans la première couche. Ouais. C'est compliqué. Moi, je me souviens de l'époque où c'est sorti, c'est une publication qui avait fait beaucoup de bruit. Et alors évidemment, une fois qu'on a pigé, une fois qu'on a compris, tout c'est clair. Si vous voulez, on se dit, bien sûr, c'est une sorte de machine, une sorte d'usine à produire des neurones de façon asymétrique. C'est ça le truc. Et il y a le neuroblaste souche dont on pensait qu'il ne changeait pas, puisque sa forme ne change pas. Encore que, on verra tout à l'heure, un petit peu, mais on pensait qu'il était le même, c'était la cellule souche. Par contre, on se disait, les neurones produits par cette cellule souche vont être très différents les uns des autres. En fait, c'est exactement le contraire. Le neuroblaste qui se divise va acquérir une nouvelle identité génétique. Par contre, l'autre cellule petite qui est produite par cette division asymétrique va garder l'identité de la cellule mère. Okay ? Et vous répétez ça, vous répétez ça, vous répétez ça, vous répétez ça, et on arrive avec cette chaîne ici de neuroblastes. Ça, c'est très précoce, un peu plus tardif, un peu plus tardif, un peu plus tardif, un peu plus tardif. Et quand vous remontez dans l'espace, dans les couches de neurones, mais vous avez une couche ici, une couche là, une couche là, une couche là, et tous ces différents types de neurones vont faire des neurones fonctionnellement différents.
Deuxième petite parenthèse, je vous ai parlé ici de ce gène PDM. PDM, c'est pour Power Domain Protein. C'est une protéine, pareil, c'est un facteur de transcription qui lie l'ADN, mais qui lie l'ADN d'une façon un peu différente. Ce n'est pas des doigts de zinc, c'est une hélice assez complexe. Je vous en parle un tout petit peu parce que c'est très très typique de ces fameux gènes OX dont on parlera dans quelques semaines. Ce sont des protéines qui font 3 hélices, une hélice alpha, donc une sorte de structure qui peut rentrer dans l'ADN, dans ce qu'on appelle le major groove, donc la grande torsade de l'ADN, ils peuvent rentrer dedans. On voit ça ici, vous voyez, avec ces 3 hélices, hein, ça c'est la cristallisation. Et puis une de ces hélices, la 3e ici, porte l'outil de reconnaissance de l'ADN. Donc cette hélice va reconnaître une séquence particulière et ça démarre. D'accord ? Donc on a cette suite d'activation des gènes différents que pour des facteurs de transcription qui, à chaque division de neuroblaste, sont activés dans le nouveau neuroblaste, mais une fois activés, ils restent exprimés dans le neurone dérivant de la division du neuroblaste. Là, j'insiste vraiment parce que c'est vraiment le point clé. Une bonne façon de comprendre, c'est de prendre un bout de papier et essayer de faire un schéma, et là, vous comprenez tout de suite, en fait. Et on voit bien que ces divisions vont produire des neurones, de plus en plus de neurones, mais chaque neurone sera différent, parce qu'il va partir d'un neuroblaste qui, lui, sera différent, mais il va garder l'identité de la cellule mère. En fait, c'est ça le truc. Hein. C'est un peu comme un processus de bourgeonnement avec congélation. Un peu comme un processus de bourgeonnement, exactement. Alors, ce qu'il y a de fascinant là-dedans, c'est que ces auteurs, à l'époque, ils se disent, mais c'est quand même très curieux, parce que cette série de gènes, Hunchback, Krüppel, PDM, Castor, en fait, ce sont des gènes qui, à la fin des années 2000, sont très connus. Ils sont connus parce qu'ils ont été isolés, caractérisés dans un autre processus qui n'a rien à voir avec la neurogenèse, qui est l'embryologie précoce de la mouche. Alors, je vous passe le prix Nobel de 1995, Janine Slein et Eric Bischhaus, qui donc font un criblage massif de la mouche avec une mutagenèse chimique, et puis qui arrivent les premiers à identifier pratiquement tous les gènes qui sont intéressants pendant le développement de la mouche, par conséquent, pratiquement tous les gènes qui sont intéressants dans notre développement. Hein. C'est ces années 70, prix Nobel en 95. Et ces gènes, la plupart de ces gènes font partie de ce criblage. Et où sont-ils exprimés, ces gènes, pendant le développement? Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Vous voyez que ces gènes sont exprimés aussi de façon séquentielle. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Là, vous voyez un embryon de drosophile au stade de la cellularisation. C'est un embryon que vous allez avoir ici. Avant cet embryon, avant même que n'apparaisse le neuroépithélium dont vont sortir toutes ces cellules dont je viens de vous parler. D'accord? Là, on est bien avant en termes de développement, mais en heures, ça va très vite. C'est un embryon qui est là. Et à ce stade, l'embryon de drosophile est très curieux. C'est un embryon qu'on appelle un syncytium. Un syncytium, c'est un espace ouvert qui fabrique des noyaux. C'est très peu courant. Généralement, vous avez une cellule qui se divise, et puis vous avez 2 cellules. Là, vous avez une grande cellule, qui est un œuf, qui est fertilisé, mais au lieu de faire 2 cellules, puis 4, puis 8, puis 16, elle fait 2 noyaux, puis 4, puis 8, puis 16, puis etc., qui sont tous dans la même cellule. D'accord? C'est un syncytium. Et puis au bout
de la 14e division cellulaire, ces noyaux qui sont dans cet espace, ces noyaux vont migrer à la périphérie et la bête va se cellulariser. Donc les noyaux vont arriver près de la périphérie et puis vont se former des cellules. Donc on va avoir un embryon cellularisé. Bon, pourquoi? Pourquoi? On ne sait jamais pourquoi ces bestioles ont évolué un type de développement de ce genre. Mais en fait, quand on y réfléchit, on se dit, voilà, les drosophiles, elles pondent sur des fruits, elles pondent dans la nature, c'est ouvert aux prédateurs, les oiseaux adorent ça, tout le monde veut manger des œufs. Donc, on peut imaginer qu'il y a eu une pression de sélection très forte pour un système se développant ultra rapidement. Et là, c'est vraiment le maximum qu'on peut faire, parce qu'il n'y a pas de division cellulaire. Donc ça fait tac, 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 vous divisez ces noyaux, vous divisez ces noyaux, hop, ils migrent et vous cellularisez. D'accord? Ça, c'est le développement précoce de la mouche. Pendant ce temps-là, pendant que ces divisions se passent, pratiquement l'intégralité de la topologie de la mouche est définie. Alors, je ne souhaite pas vous faire un cours sur l'embryologie de la drosophile, encore que c'est absolument passionnant, mais pendant que tout ça se passe, en fait, il y a des gènes, des protéines qui sont exprimées dans cet espace, la plupart qui sont produites par la mère. C'est ce qu'on appelle des facteurs maternels. Parce que les embryons, ces noyaux ici, ils ne sont pas fonctionnels. Ils n'ont pas encore commencé à travailler. D'accord? Pour l'instant, ils se divisent pour l'instant. Donc la mère va remplir l'œuf de produits qui vont être distribués de façon asymétrique. Pourquoi? Parce que la position de cet œuf, en fait, dans le système germinal de la mère, est distribuée de façon asymétrique. Donc la mère va remplir l'œuf de matériel, et puis l'œuf, il va remplir d'un côté. D'accord? Donc, à ce stade-là, déjà, il va y avoir des informations sur où se trouve la tête, où se trouve le thorax, où se trouve l'abdomen, où se trouve le dorsal, où se trouve le ventral. C'est vraiment une Formule 1 du développement, la mouche. Il faut bien comprendre que ces noyaux se divisent dans un espace qui est déjà topologiquement organisé. Il y a déjà des informations, là ce sera la tête, là c'est totalement différent de ce qui se passe chez nous. Nous, on est laborieux. On produit des cellules, puis ensuite on s'organise, puis ensuite, etc. Bon. Et bien ces gènes, ces fameux gènes, sont actifs à ces stades-là, et ce sont des gènes qui vont spécifier les grands morceaux du corps. C'est ce qu'on appelle des gènes GAP, la plupart, pas tous, mais des gènes GAP. GAP en anglais, c'est un trou, mais pas un trou, pas un hole, pas un trou, une absence, si vous voulez. Donc, pourquoi? Parce que lorsque vous mutez un de ces gènes, eh bien, la larve, il va lui manquer toute une partie, parce que le gène qui fait le thorax, si vous l'enlevez, il n'y a plus de thorax, donc la larve aura un manque, un trou, GAP, les gènes GAP. D'accord? Et donc, on se retrouve avec ces mêmes gènes qui vont faire de la neurogenèse, cette même séquence, Hunchback, Crupple, PDM, Cas, Hunchback, Crupple, PDM, Cas. Oui, je devrais vous dire, c'est difficile à visualiser ce que vous voyez là, mais en fait, il faut vous imaginer que c'est des bagues de cigares. D'accord? Parce que ce que vous voyez, en fait, c'est une sorte de section, c'est une section optique, finalement, mais c'est une section. Donc, les petits morceaux de couleur que vous voyez, en fait, ce sont des bagues qui sont autour, hein, qui vont, quand l'embryon va se cellulariser, eh ben, cet embryon va baigner dans ces bagues différentes, donc ils vont recevoir des informations de ces bagues. Donc, il faut vous imaginer dans l'espace, comme c'est une sorte de cigare, avec 4 bagues de couleurs différentes, les unes à côté des autres. C'est ça que vous voyez ici. D'accord ? Alors, c'est très intéressant, évidemment, parce que, comme je vous le disais, ce système de développement,
il est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins ancien que la neurogenèse. La neurogenèse, fabriquer des neurones, c'est vraiment un des trucs les plus anciens qu'on trouve chez les métazoaires. Très, très tôt, il a fallu faire des neurones. Ça, c'est un système qui est vraiment pratiquement unique pour les diptères. Même les insectes qui ne sont pas des diptères ne se développent pas vraiment comme ça. Prenez par exemple la sauterelle, hein, qui est un... Vous pouvez dire c'est une cousine, non, ce n'est pas une cousine de la mouche, mais la sauterelle, l'araignée, même chez les arthropodes, les araignées de façon plus large, la mouche est une exception, les diptères sont vraiment une exception. Et ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, cette chaîne de gènes, ici, cette sorte de suite, cette séquence d'activation, est quelque chose qui a été probablement recruté chez la mouche parce qu'elle fonctionnait dans la spécification du système nerveux. Pourquoi? Parce que probablement, c'est une sorte de... Il faut voir ça un peu comme un transistor, en fait. C'est le fait que le gène A active B, qui active C, qui active D. On peut dire que c'est quelque chose de très spécifique, mais pas forcément. Ça peut être aussi une sorte de transistor qui peut être utilisé pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Ça dépend un peu où on le branche. Hein, il y a de l'information qui rentre, il y a de l'information qui ressort. Et donc ce système, qui a probablement été mis au point pour dériver, pour spécifier des types neuronaux, eh bien, quand la mouche a évolué ce système ultra rapide de développement, la nature est allée repêcher cette sorte de transistor pour aider à spécifier ces grands domaines de l'embryon. Alors, revenons une dernière fois à cette publication. J'ai ici mis les 3 conclusions qui donnent dans ce papier et qui sont vraiment, alors, extrêmement compliquées, extrêmement simples, comme d'habitude, mais qui vraiment, comme je le disais, ont résisté à l'érosion du temps. Premièrement, la séquence temporelle d'expression de ces gènes est indépendante du temps de naissance d'un neuroblaste. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est important là-dedans, c'est cette séquence d'activation. Un neuroblaste A qui donne B, A qui donne C, D, B qui donne, etc., etc. Que le neuroblaste soit né tôt ou tard, peu importe, c'est toujours la même séquence. D'accord ? Et donc le dernier sera toujours le dernier. Okay ? Ce n'est pas un processus qui dépend du chronos. Ce n'est pas qu'il y a un temps qui est un temps absolu, qui est mesuré par je ne sais pas quoi, qui fait qu'au temps T1, tous les neuroblastes expriment ça, au temps T2, tous les... Non, 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 non. Les neuroblastes vont faire leur job, d'où l'idée que ce sont ces facteurs de transcription qui sont en fait causalement responsables de cette séquence. Ça commence toujours par Hunchback, c'est toujours suivi par Krupel, etc., etc. Première conclusion, à peu près, tous les 30, alors ici il y en a 30, aujourd'hui il y en a un peu plus, hein, c'est une conclusion de 2001, tous les 30 neuroblastes connus à cette époque passent à travers ce pattern invariant d'activation temporelle. Donc tous les neuroblastes connus chez la drosophile, vous voyez qu'il n'y en a pas énormément dans l'embryon. Il y en a plus après, dans le cerveau il y en a plus, mais dans l'embryon il y en a relativement peu. Tous passent au travers de cette activation séquentielle. Deuxièmement, cette séquence Hunchback, Krupel, PDM, Cas est transitoire dans les neuroblastes, mais maintenue dans les progénies différenciées. Ça, c'est ce que je vous ai répété déjà 5 fois, mais ça vaut la peine d'insister. Cette séquence ne se passe que dans les neuroblastes. Dès que les neuroblastes se différencient, c'est fixé. Ils gardent leur adresse. Okay. Troisièmement, cette séquence corrèle avec
l'ordre de naissance, si vous voulez. C'est-à-dire, chaque fois, ils disent, for example, chaque fois que tous les neurones qui seront nés précocement seront hunchback positifs. Parce que tous les neurones nés précocement se seront divisés vers Krupel, mais auront fait une cellule GMC hunchback positive, qui, elle, sera fixée hunchback. D'accord? Alors, c'est illustré sur cette figure ici, qui est un peu compliquée, si vous voulez, mais finalement, pas tant que ça. Pour illustrer ça, il se focalise sur 2 neuroblastes, parce qu'il faut bien réaliser, c'est ce que je vous disais au début du cours, dans la mouche, on les connaît tous, les neuroblastes, on les connaît tous par leur prénom, ils ont tous un chiffre. Vous voyez ici, ils ont pris le neuroblaste 7,1, ou ici le 2,4. Celui-ci est né très tôt, celui-ci est né plus tard, mais vous voyez que la séquence d'activation est la même. Alors, ce que vous voyez là, c'est simple, c'est des stades de développement de la mouche, donc ça c'est précocement, tardivement. Précocement, tardivement. Et puis ici, vous voyez en microscopie le neuroblaste. Le neuroblaste, parce qu'il est connu. Hein. Ici, c'est le neuroblaste 7.1. Ce neuroblaste, au début, exprime hunchback, Krupel. Comment est-ce qu'on sait que c'est un neuroblaste? Parce qu'ici, il y a une coloration d'un gène qui s'appelle Eagle qui marque tous les neuroblastes. Ça, c'est vraiment les trucs de génétique de la cuisine. Hein, c'est pour juste identifier que c'est un neuroblaste. Les neuroblastes tardifs, eux, ils sont identifiés par un gène qui s'appelle Engreld. Alors lui n'est pas du tout dans ce schéma de temporel. Hein, c'est juste un marqueur qui dit, là, c'est le neuroblaste 7 machin truc. D'accord? Donc vous voyez qu'au début, ici, il exprime hunchback, un tout petit peu de Krupel, et puis là, hop, il passe à Krupel, et puis là, hop, il passe à PDM, et là, hop, il passe à Castor. Ce que vous voyez, en fait, c'est des immunofluorescences, c'est simplement un anticorps qui va révéler la présence de la protéine. Et ce qu'ils veulent montrer avec cette figure, c'est que le neurone soit né tôt. Alors, peut-être j'aurais dû être plus précis sur cette idée de naissance, que le neuroblaste soit sorti du neuroépithélium, vous vous souvenez de cette cellule verte, qu'il soit sorti de cette cellule précocement, ou bien 2 jours plus tard, vous voyez ici ça va d'à peu près de stade, non pas 2 jours, mais du stade 8 au stade 10, 11, hein, c'est pareil, la séquence est la même. Ici encore, hunchback, hop, Krupel, hop, PDM, hop, Castor. Toutes ces cellules, c'est les cellules qu'on voit à la périphérie de l'embryon. C'est des cellules qui vont rester, dans ce qu'on appelle la corde ventrale, le CNV, donc le Ventral Neural Cord. C'est donc, si vous voulez, c'est vraiment les prémices de ce que sera le système nerveux. Je vais vous montrer dans la semaine prochaine. C'est cette corde neurale, hein, ventrale, qui ensuite va, en quelque sorte, se rétracter. On va avoir apparition du cerveau, mais c'est une structure embryonnaire. Hein. C'est vraiment une structure embryonnaire. Voilà. Alors, comment comprendre les bases moléculaires de cette horloge? Parce que maintenant, on a le principe, on a le concept, ces 4 gènes qui sont exprimés les uns après les autres et qui accompagnent cette transition. Comment ça marche? Comment, moléculairement, on peut mettre au point ce transistor? Alors, pour attaquer ce problème, il n'y a pas 36 façons, il y a la génétique. Si vous voulez savoir comment fonctionne, à quoi sert une protéine A, eh bien, vous la supprimez. Vous la supprimez ou vous l'exprimez à un endroit où elle ne devrait pas être. C'est les 2 façons qu'on a en génétique de voir ce qui se passe avec une protéine. Vous avez un nouveau gène, une protéine, qu'est-ce que ça peut bien faire? 2 choses. Ce qu'on appelle un gain de fonction. Bon,
surexprimer cette protéine n'importe où pour voir ce qui se passe, ou plus précisément dans un endroit ciblé, et puis une perte de fonction, c'est-à-dire on inactive cette protéine. Et donc ces auteurs décident à ce moment-là, pour voir ce qui se passe avec cette chaîne cette sorte de transistor, de faire ces deux approches. La première en gain de fonction, en utilisant un système qui s'appelle le système GAL4-UAS, qui est un système extrêmement puissant chez la mouche, qui là encore paraît compliqué, mais qui en fait est relativement simple, qui est basé sur l'existence d'une protéine qui s'appelle GAL4, qui est une protéine de levure, et qui a été caractérisée par deux collègues, Marc Ptachny et Pierre Chambon, qui étaient professeurs ici au Collège de France. En fait. C'est une protéine qui a la capacité d'activer la transcription, c'est un de ces facteurs dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui n'existe pas chez nous. C'est une protéine de levure. Donc qui active la transcription quand elle peut se lier à une séquence qui s'appelle UAS, Upstream Activating Sequence, une séquence en amont qui active. Donc quand vous avez un gène qui dort et que vous mettez cette séquence juste avant ce gène et que vous y mettez du GAL4, paf, ça démarre. D'accord ? Donc c'est vraiment un activateur très puissant et qui est très spécifique puisqu'il n'existe pas chez nous. C'est un activateur qui vient de la levure. Donc, relativement tôt, se sont construits des tas de librairies de la mouche. Les drosophilistes, les généticiens de la mouche sont une communauté qui partage beaucoup de matériel. Donc, se sont construits des librairies dans lesquelles, à la fois, on peut trouver des mouches qui expriment cette protéine GAL4 dans pratiquement tous les types cellulaires qu'on souhaite. Comment ? Par l'utilisation de ces séquences enhancer dont je vous parlais tout à l'heure. Par exemple, vous allez trouver une mouche qui exprime GAL4 dans des cellules intestinales X, okay ? Ou bien dans un neurone particulier, ou bien etc. Donc vous pouvez commander la mouche et vous la recevez. Et puis vous avez aussi des librairies qui contiennent des séquences UAS en amont de ce que vous voulez. Par exemple, vous aimeriez faire une ablation cellulaire. Vous aimeriez, chez la mouche, détruire une population de cellules X. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est peut-être commander une mouche qui a une séquence UAS en amont d'une toxine. Et vous faites cette mouche, évidemment, n'exprime pas la toxine puisqu'il n'y a pas GAL4. Et puis, vous allez commander une autre mouche qui exprime le GAL4 dans cette population cellulaire. Cette mouche est parfaitement viable. Vous croisez ces deux mouches et vous allez avoir, dans 25% des cas, une mouche qui va exprimer du GAL4 dans cette population cellulaire qui, maintenant, aura une séquence UAS, une toxine. Vous tuez toutes les cellules. D'accord ? Ça, c'est la puissance de la génétique de la mouche. Et donc, ces librairies existent et sont une ressource vraiment extraordinaire pour les gens qui s'intéressent à la génétique de la mouche. Donc, ce qui a été fait dans ce cas-là, c'est simplement de regarder qu'est-ce qui se passe quand on surexprime le gène CRUPOL. Donc, CRUPOL, on va commander une mouche qui a un UAS CRUPOL, et puis, donc cette mouche va avoir une copie supplémentaire de CRUPOL, mais cette fois avec une séquence UAS en amont, et puis on va commander une autre mouche qui va surexprimer le GAL4 dans les neuroblastes. D'accord ? Donc on va maintenant maintenir l'expression de CRUPOL, alors que, souvenez-vous, on a Hunchback qui se divise en neuroblastes CRUPOL, qui se divise en neuroblastes
PDM, eh bien là, non. Là, on a Hunchback qui va activer Cruppel, et puis là, on met le gal. Hein. Alors, Cruppel. D'accord? Et quand on fait ça, eh bien, on s'aperçoit, voilà, là, vous avez le gain de Cruppel, et on s'aperçoit qu'on perd. Donc, excusez-moi, ça c'est. En vert, vous voyez l'expression de PDM dans des neuroblastes. D'accord? Et quand vous surexprimez Cruppel, vous voyez apparaître des cellules vertes qui normalement ne sont pas là. Donc ça veut dire que quand vous surexprimez Cruppel, vous surexprimez PDM. Donc Cruppel a une action positive sur PDM. D'accord? Ça, c'est vraiment l'expérience de gain de fonction hyper classique, avec un résultat très clair. Vous voyez qu'ici, ces cellules-là, normalement, sont négatives hein, pour PDM. Quand vous rajoutez Cruppel, vous avez maintenant des cellules qui deviennent vertes. D'accord? Maintenant, l'autre expérience, on va faire maintenant la perte de fonction. Donc, on va enlever la fonction de Cruppel dans le CNS. Vous voyez ici maintenant, PDM, vous enlevez Cruppel, PDM est éteint. Donc ça confirme que Cruppel a une action positive sur PDM. Quand vous mettez plus de Cruppel, vous avez plus de PDM. Quand vous enlevez Cruppel, vous avez moins de PDM. C'est vraiment la vérification tout à fait classique. En faisant pareil, on s'aperçoit qu'en fait, Cruppel a une action négative sur Castor. Donc, il semblerait que les relations épistatiques, c'est comme ça qu'on appelle ces relations hiérarchiques en quelque sorte entre protéines, qui est au-dessus, qui est en dessous, qui contrôle qui, finalement, ce qu'on appelle l'épistasie en génétique. Et c'est la fin de cette publication, l'avant-dernière figure que je vais vous montrer. Il semble que chaque gène active son voisin, mais réprime le survoisin. D'accord? Donc, dès que vous démarrez Hunchback, vous allez avoir activation de Cruppel. Vous avez votre neuroblaste Hunchback. Vous faites un nouveau neuroblaste, vous activez Cruppel. Mais vous ne voulez pas activer PDM, donc vous inhibez PDM. D'accord? Par contre, une fois que Cruppel va monter en puissance, vous allez faire un nouveau neuroblaste. Qu'est-ce qui va être activé? PDM. Par contre, vous ne voulez pas que Castor soit activé, donc vous réprimez Castor. Et ça, c'est le schéma qui est proposé à l'époque, ce schéma d'épistasie, qui, toutefois, et c'est là-dessus que j'aimerais terminer aujourd'hui, qui toutefois pose un problème, qui est que, en fait, quand on enlève la fonction de ces gènes carrément dans les neuroblastes, finalement, on arrive tout de même à avoir une séquence qui n'est pas si mauvaise. Et je vous montre ici, c'est vraiment le dernier effort qu'on va faire ce soir. Là, c'est pas évident, mais c'est le dernier. Je vous remontre ici l'image classique, donc neuroblast, Cruppel, Hunchback, PDM, Hunchback, Cruppel, excusez-moi, PDM, Cruppel, Hunchback. Castor, PDM, Cruppel, Hunchback. D'accord? Bon, maintenant c'est... OK. Bon. Eh bien, voilà ce qui se passe quand vous enlevez la fonction de Hunchback. Quand vous enlevez la fonction de Hunchback, la première cellule, petite cellule que vous produisez, eh bien, elle n'a rien, parce qu'il n'y a pas de Hunchback. D'accord? Mais par contre, la deuxième, vous voyez qu'elle fait du PDM. Et ici, elle fait du Cruppel. Vous voyez, c'est ce code de couleur, hein, c'est toujours le même. Hein, d'accord? Ici, quand vous enlevez Cruppel, vous avez un neuroblaste
qui évidemment ne va pas faire de Krupal, mais par contre, vous voyez que vous avez du PDM. D'accord? Et ici, quand vous faites un gain de fonction de hunchback, et bien là, vous avez du hunchback partout, évidemment. Et puis un gain de fonction de Krupal, vous avez du Krupal partout. D'accord? Donc, en fait, j'aurais dû commencer par ça, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, si vous voulez. Si vous mettez tout le temps ici du hunchback, ben, toutes les cellules qui dérivent sont toutes hunchback positives. Hein? Ça veut dire que vous allez produire des types de neurones qui seront homogènes. Ça ne va pas vraiment aider la mouche, hein, parce qu'elle n'aura pas la diversité neuronale qu'il lui faudra. D'accord? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça. Hein? C'est qu'en absence de hunchback, vous allez faire une première division où il n'y aura pas de hunchback, bien entendu. Hein? En fait, ce que vous voyez là, c'est là où cette image est compliquée. Cette colonne que vous voyez là, en fait, c'est celle-ci. Hein? Simplement, elle est concentrée pour vous montrer un cas génétique, parce qu'on a enlevé la fonction de Krupal ou de hunchback. Donc, en fait, ce que vous voyez là, il ne faut pas comparer ça et ça. Il faut comparer ça et ça. Donc ici, quand vous enlevez hunchback, vous n'avez pas de hunchback, d'accord? Mais par contre, vous allez activer PDM. Et donc les auteurs se posent la question, mais alors, on a cette correspondance qui est très bonne, qui est très forte, on a ces relations d'épistasie, mais tout de même, ce n'est pas si simple, parce qu'on n'a pas, en génétique, une réponse qui est vraiment super claire. Et donc ils vont conclure que, en fait, il y a une deuxième horloge qui vient se superposer à cette horloge, qui est la division cellulaire. Et c'est là-dessus que je vais terminer aujourd'hui, en disant, ben voilà, un mécanisme relié indépendant doit exister en coordination, puisque ce mécanisme n'est pas suffisant à tout détruire, cette séquence. Donc il doit y avoir quelque chose qui superpose. Ils disent, ben, c'est probablement une horloge que vous voyez là, hein, ce qu'on appelle un clock, et ils disent, nous concluons qu'il y a probablement une horloge qui est dépendante du cycle cellulaire, qui vient se superposer à cette horloge de facteurs de transcription, hein, et qui est requise pour en fait conduire cette transition hunchback, Krupal, PDM, Castor. Et ils disent ici, nous favorisons un modèle par lequel la temporalité de cette séquence est régulée principalement par une horloge qui est dépendante du cycle cellulaire, mais aussi, but also, vous voyez l'ambiguïté, on est en 2001, vous voyez le truc, il y a un peu de ci, un peu de ça, mais aussi qui est régulé de façon intrinsèque. Donc le timing, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose, cette conclusion. Ça veut dire que le timing, ben, il est régulé, oui, par les facteurs de transcription, mais pas que, donc par une horloge cellulaire. Oui, mais pas que, par aussi un peu les facteurs de transcription. Et en fait, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais la semaine prochaine, on verra alors, avec une étude beaucoup plus poussée, extrêmement intéressante, hein, sur une technique qu'on appelle le séquençage en cellule unique, que je vais vous disséquer pour bien vous l'expliquer. On verra qu'en fait, cette histoire d'horloge cellulaire, ça ne tient pas vraiment la route, et que vraisemblablement, cette séquence de facteurs de transcription est suffisante pour expliquer cette horloge de neuroblastes. Ce qui n'enlève absolument rien à cette publication, qui est restée une publication magistrale, qui est citée de façon très élevée, et qui est vraiment une publication qui a marqué ce champ de recherche. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop dur pour un début, et puis j'espère vous revoir la semaine prochaine.